Bonjour à tous et bienvenue à Loin de Sans Foot, saison 3, épisode 22. Olivier Bratt avec vous en compagnie de Jean Gounel. Il y a Sidney Fowo qui sera avec moi un petit peu plus tard pour les sujets chauds. Mais d'abord, Jean, on a l'occasion de parler ensemble pour nos blocs en temps additionnel et à domicile de Ligue des champions, parce que c'est terminé. Ouais. C'est 6 pour Liverpool. On va parler d'élections aussi du côté de la FIFA, parce que la FIFA a trouvé son Régis Labaume, qui est réélu bien en place, sans trop de difficultés. Et on parlera également des deux équipes nationales qui seront en action chez les Canadiens. D'abord avec la Coupe du Monde qui commence demain chez les dames et la Gold Cup qui commence la semaine prochaine chez les hommes. Mais d'abord, revenons sur cette finale samedi dernier. Liverpool face à Tottenham à Madrid. C'est Liverpool qui s'est imposé par la marque de 2-0 avec un plan de match probablement du côté de Tottenham, Jean, qui est parti par la fenêtre après une trentaine de secondes avec ce penalty qui a été décerné pour une main dans la surface de réparation. Première question toute simple, est-ce qu'il y avait penalty? Oui. Si ma réponse doit être toute simple, je dirais oui. Dedans, je prends simplement la continuité des décisions qui ont été prises dans la compétition. Jusque-là, ça va complètement avec ce qui a été fait. Maintenant, il y a pas mal à discuter, effectivement, parce que, en fait, il y a deux éléments. Le premier, c'est que tu as le rebond d'abord sur le torse de Sissoko, qui fait quand même... qui change quand même la trajectoire totalement du ballon et qui fait que... Mais après, Sissoko est placé en épouvantail. Maintenant, l'autre élément, c'est son bras. Exact. Qu'est-ce qu'il fait là? Ouais, je comprends qu'on soit gêné avec cette décision. Il me semble que sur la logique qui a été mise en place depuis donc, le mois de février, qu'on a commencé à utiliser le VAR dans la Ligue des Champions, ça me semble aller de soi, quoi. Ça me semble aller dans la continuité. On a beaucoup parlé de standardiser les décisions, d'avoir une cohérence d'un match à l'autre, d'un arbitre à l'autre, en raison de cette reprise vidéo qui a fait son arrivée dans la compétition en Ligue des champions et qui tranquillement va se retrouver dans toutes les grandes compétitions sur la planète. Là, ce qui nous marque, par contre, avec cette situation-là, c'est qu'au-delà de la cohérence d'une décision à l'autre, tu as une cohérence à l'intérieur d'un match, peu importe la minute. Parce que jadis, tu aurais eu des arbitres qui, en tout début de rencontre ou à la toute fin d'une rencontre, mis à part quelques arbitres là, dans un match Real Juve qui prennent des décisions un peu folles en fin de rencontre, puis il y en a comme ça. Ça part en vrille. Référence à un certain arbitre anglais qui avait pris une décision comme celle-là au Bernabéu il y a 2 ans. Mais de prendre une décision aussi corsée que ça en 30 secondes en début de rencontre, moi, j'ai la conviction qu'on l'aurait laissé passer avant. On n'aurait jamais voulu peser sur le match aussitôt dans la rencontre, alors que là, tu as la reprise vidéo. Tu ne peux pas faire autrement que d'y aller. Et une fois que tu y vas, ton constat, c'est qu'en fonction des standards que tu as établis, des décisions que tu as prises dans le passé, tu es obligé de le donner. Là, je suis entièrement d'accord. Et effectivement, je pense que ça doit être au-delà de savoir est-ce que penalty, pas penalty. Je crois que c'est la discussion là-dessus qui est plus intéressante dans le sens où, vers quoi on va? Vers quoi on voit. Et effectivement, je pense qu'on a eu une assez bonne idée. On va répéter que VAR, c'est encore quelque chose qui est en développement. On n'a pas encore une maîtrise totale de l'outil. C'est pour ça qu'il aurait fallu l'utiliser il y a longtemps. Enfin bon. Non, c'est vrai. Je te crois, je t'obstine pas. mais bon, on va avancer. On va avancer et on va effectivement arriver à des consignes. Peut-être avoir quelque chose d'un peu plus évolué au niveau de la règle même qui va permettre d'avancer. On en est au début et il faut faire avec et vivre les cas par cas qui vont se produire en situation de match. Parlant de cas par cas, il y avait une grosse décision à prendre avant la rencontre du côté de Mauricio Pochettino. Harry Kane qui n'avait pas joué depuis une éternité. Lucas Moura qui avait été fumant au match retour en demi-finale à Amsterdam contre l'Ajax avec un tour du chapeau en deuxième mi-temps. On décide de laisser Lucas Moura de côté. On fait confiance à Harry Kane parce qu'on est convaincu que physiquement, il est capable de tenir la route pendant un match complet. Est-ce qu'on a fait une erreur? C'est un cas de maudit s'il le fait, maudit s'il le fait pas. C'est vrai. Je pense que
pouvait difficilement faire autrement qu'aller avec Kane, ayant annoncé il y a 3 semaines, entre la fin du championnat et la finale. Donc 3 semaines de travail et de spécifique pour Kane, uniquement dans le but de l'amener, si possible, à disputer la finale. Parce que à partir de là, Pochettino, il est coincé, il va avec. C'est sûr, on en a beaucoup discuté, que Tottenham change de son style et sa façon de jouer et surtout d'attaquer lorsqu'il est là. Mais je pense que c'était un pari à essayer, à tenter. Ça n'a pas marché, mais ça n'a pas marché uniquement. C'est pas uniquement parce que Kane était là que ça n'a pas fonctionné. Il y a eu des lacunes un petit peu partout. Je pense que Tottenham a été incapable de changer de rythme par moment et s'est fait totalement mettre en boîte au milieu de terrain. Mettre en boîte au milieu de terrain, et il y a ce but marqué très tôt dans le match qui change complètement le cours de la rencontre. Et c'est là où j'ai l'impression que les faits de jeu en début de rencontre ont fait mal paraître Pochettino, parce que là, tu as de l'espace qui est réduit. Après, tu as Liverpool qui dit à Tottenham, prenez-le le ballon. Nous, ça ne nous dérange pas. C'est à vous de venir nous battre maintenant. Tu réduis l'espace entre les lignes, tu réduis l'espace derrière la défense. Et si tu as un gars qui souffre dans tout ça, moins il y a d'espace, moins Harry Kane est capable d'être percutant. Et si tu avais eu un 0-0 avec une vingtaine de minutes à faire ou 0-0 à la mi-temps, j'ai pas l'impression que ça aurait été exactement le scénario. Puis peut-être que cette idée-là de laisser Lucas Moura de côté aurait fait moins mal paraître Pochettino. C'est sûr. C'est sûr que Lucas Moura, dans ce scénario-là que tu décris, Lucas Moura, c'est le gars qui rentre à 65-70 minutes. Et puis là, il est capable de vraiment te mettre le feu. C'est sûr que ça change tout à plein de niveaux. Je regarde la première l'heure de jeu en fait de Sissoko, c'est sûr que ça lui trotte dans la tête d'un bout à l'autre parce qu'il est passé au travers totalement. Hein. Ça, c'est quelque chose effectivement qui est impossible à prévoir et très difficile à gérer. Et là, on va retomber encore sur une autre discussion qui est finalement Tottenham. On se rend compte que l'effectif était... l'exploit, c'était de se rendre là. Soyons honnêtes. C'est pas mal ça, ouais. Liverpool était favori sur papier. Liverpool était favori en raison de l'expérience de la finale perdue un an plus tôt. Et c'est ça qui est remonté à la surface avec un Liverpool qui était beaucoup plus en maîtrise dans le match. Oui, alors il y a plein de raisons. Si on veut revenir un petit peu sur pourquoi, ce qui s'est passé, parce que c'était vraiment pas une finale sexy. Et c'est vrai que Tottenham n'a pas été là du tout. 3 semaines entre le dernier match de championnat et la finale, c'est très long. Je pense que là, ça faisait beaucoup et on a senti que c'était difficile. Bon, le pénalty mis à part, difficile de remettre tout le monde dans le même rythme. Faut pas oublier aussi que Liverpool a été super mobilisé jusqu'à la dernière journée de championnat et ils restent ils avaient un peu la haine de cette deuxième place. Tottenham, c'est l'inverse. Ils terminent la saison sur les genoux. Ouais. Ils ont fait le gros coup à Amsterdam. C'est vrai. Mais ils terminent la saison en championnat sur les genoux. Ils accrochent une place en Ligue des Champions. Vraiment. Plus parce que les autres l'échappent. Parce que les autres, exactement. Parce que la fin de saison, là, on les voyait glisser vers le bas, quelque chose d'incroyable. Donc, ils terminent, ils franchissent la ligne d'arrivée à bout de souffle. Ouais. Leur redemander cet effort supplémentaire après et la remotivation, je ne suis pas sûr que c'était totalement là. Donc, plein de choses. Et puis, autre chose aussi quand même, Jürgen Klopp, plan de match et sa façon de gérer son groupe, parfait. Ouais. Et puis 150 millions pour Van Dijk et Alisson. Voilà. Ça fait la job. Surtout dans les buts par rapport à ce qu'on a vécu un an plus tôt face au Real avec un Loris Karius qui avait eu une sortie cauchemardesque, pas mal plus solide cette année avec Alisson Becker. Si on y va avec un petit mot maintenant sur on va passer de l'UEFA à la FIFA avec Gianni Infantino. Je disais tout à l'heure à la blague qu'on a trouvé notre Régis Labaume. Pas beaucoup d'opposition pour être réélu du côté d'Infantino. Non, il était le seul candidat. Ça, il faut s'en réjouir parce qu'il fait un job extraordinaire ou il faut en avoir peur parce que ça veut dire qu'il n'y a personne pour opposer au pouvoir? Attention, parce que là, il y a des gens qui disent qu'effectivement, il aime bien son pouvoir et qu'il en abuse peut-être un petit peu en faisant un lien avec les précédents Blatter, Avalanche qu'on a bien joué aussi. Mais écoute, ce qu'on lui demandait
après les scandales et vraiment le coup de pied qui était nécessaire dans la FIFA il y a 4 ans, on lui demandait d'avoir une gestion claire, transparente et de remettre de l'ordre. On ne lui demandait pas d'aller chercher, de créer des nouvelles choses et de réinventer de nouvelles choses. On lui demandait de mettre de l'ordre, d'offrir une image. Parce que c'est certainement pas d'un seul coup, tout est parfait. Mais d'offrir une image transparente parce que ça permettait à la FIFA de redémarrer un petit peu. On sait que tout de suite après les arrestations et le gros scandale de 2015, il y a des partenaires financiers qui ont dit nous on met plus les pieds là-dedans et qui avaient vraiment une grosse inquiétude. Bon, ça s'est un petit peu tassé. Ça, je pense que c'était vraiment le numéro 1 dans son mandat et ça a été fait. Et c'est vrai que là, et on le voit assez clairement depuis 1 an et demi maintenant, dans la foulée, son deuxième projet est de faire rentrer encore plus d'argent. Et là, actuellement, c'est vrai que la FIFA roule. Faire rentrer plus d'argent, mais entre-temps, tu vas avoir le Qatar. Ça va être intéressant de voir les histoires qui vont sortir avec ça aussi. Bien, plutôt, oui. Parce que tu as la FIFA, mais tu as probablement Infantino aussi qui, en essayant de gérer ce dossier-là avec une Coupe du Monde l'hiver, avec tous les problèmes qui sont venus avec la construction des stades, la main-d'œuvre qu'on a utilisée pour ça. Là, on n'en parle pas trop parce que tu as la Coupe du monde des femmes qui s'en vient au cours des prochains jours. Tu as un paquet d'autres projets. On a parlé déjà de... on voulait augmenter le nombre d'équipes au Qatar. Finalement, on l'a gardé tel quel parce qu'on trouvait que ça allait être trop de sortir des limites géographiques du Qatar pour aller chercher le nombre de stades nécessaires. Mais quand on va y revenir à cette Coupe du monde au Qatar, ça fait scandale au départ quand on l'a octroyé, ça fait scandale quand on a parlé d'une Coupe du monde au mois de décembre. Là, quand ça va revenir sur la table, Infantino va avoir de la gestion de crise, de la gestion de communication. On verra si c'est une crise, mais il va en avoir à faire à ce moment-là. Absolument. Alors, bon, une partie du discours, ça va être... moi, j'étais pas là quand ça a été décidé. C'est pas moi qui étais président. C'est le gros luxe. Hein? C'est tout à fait le gros luxe. Ça, c'est le classique, mais ça va marcher. Mais ça va peut-être... C'est intéressant ce que tu dis là, parce que si Infantino sent que ça chauffe, ben là, tu gères la chose autrement pour la Coupe du monde suivante qui va être ici. Exact. Alors que si finalement tu te sauves avec un paquet de trucs qui sont tout croche mais qui ne remontent pas à la surface, ben là peut-être que tu restes dans tes bons vieux plis, puis là il faut bien comprendre le sarcasme et l'ironie, les bons vieux plis de la FIFA. Alors que s'il y a des histoires qui sortent pour le Qatar, ben par la suite, à partir de la Coupe du monde au Canada, aux États-Unis et au Mexique, il y a peut-être de l'espoir que ce soit un petit peu mieux géré. Oui, absolument. Bon, parce que là, ça va être sur lui, Infantino. À un certain point, tu ne peux pas toujours revenir dans le passé et dire c'est pas moi qui étais responsable de la décision. Absolument, absolument. Donc là, il est certain que ce qu'on va vivre dans l'après 2022, ça va être beaucoup plus effectivement une volonté, Canada, États-Unis, Mexique, c'est une volonté d'être transparent, évidemment de faire rentrer beaucoup d'argent parce que là c'est sûr que ça va fonctionner, mais c'est extrêmement transparent. C'est une façon aussi de dire, de tendre la main et de dire à la CONCACAF, parce que la CONCACAF était l'un des endroits les plus touchés par le scandale, et c'était grave. C'est une façon de dire, bon travail, on bosse ensemble. Donc, un petit peu de resserrer des liens avec les confédérations aussi. Peut-être créer une sorte de contre-pouvoir vis-à-vis de l'UEFA, parce que un des dossiers qui va venir là, maintenant, dans son deuxième mandat, ça va être la puissance accrue de l'UEFA à travers les très gros clubs. Donc là, il va falloir prendre des décisions. Il y a un mondial des clubs qui est en train de prendre forme. Il y a plein de dossiers à ce niveau-là. Donc, faire un premier pas vers les confédérations autres que l'UEFA en se montrant un petit peu le grand rassembleur et monsieur transparent, parce que c'est une bonne chose aussi. Monsieur Net. Tu veux des partenariats, oui. En veux un. Avec tout ça, on oublie quasiment avec ce qui s'est passé au cours des derniers jours et ce qui s'en vient avec la Coupe du monde, la Gold Cup, la Copa América, qu'il y avait la Ligue des Nations qui est un peu passée sous le radar. Le Portugal qui a gagné 3-1 face à la Suisse grâce à un tour du chapeau de Cristiano Ronaldo. Aujourd'hui, l'Angleterre joue contre les Pays-Bas. Ça, c'est la deuxième demi-finale, alors que la finale va se jouer à Porto dimanche prochain. Oui, et là, on se rend compte à quel point
c'est un petit peu mis sous un mouchoir et puis dans la poche. Hein. Pourtant, jusque-là, il me semble que la Ligue des Nations, il y avait un certain prestige. On sentait qu'il y avait quelque chose qui s'installait. Ouais. Puis là, au moment où ça devrait être le plus relevé, le plus prestigieux, le mieux communiqué, ben, ça passe sous le radar. Exactement. Le projet au départ, remplacer des matchs internationaux amicaux qui ne servaient pas à grand-chose, qui étaient une corvée pour les joueurs, souvent je suis malade, je ne suis pas bien, ouais. etc. Par une plus grande compétition. Offrir une compétition qui, pour d'ailleurs certaines équipes, peut même être un marchepied vers une place vers l'Euro. Ouais. C'était une bonne idée. C'était une bonne idée. Maintenant, c'est vrai qu'on a l'impression que cette phase finale, là, elle est mise comme ça dans le calendrier. On ne sait pas trop. Elle est, au niveau de l'image, elle est très mal vendue parce que ça devrait être quelque chose d'un peu plus ronflant. Donc, non, ça ne colle pas. Là encore, c'est la première édition. On va sans doute, disons, regarder ce qui se passe là en ce moment et puis dire il va falloir qu'on fasse un petit peu mieux pour les prochaines. Est-ce qu'on l'a pris pour acquis un peu que les gens allaient de soi suivre avec beaucoup plus d'intérêt le dernier 1000 de cette compétition-là, les demi-finales finales? Je pense, absolument. Parce que la Ligue des champions, là, quand on a amené cette compétition-là à l'époque, parce qu'on a tendance à oublier que ça n'a pas toujours été ce format-là. La Coupe d'Europe, avant, c'est pas la même chose que la Ligue des champions qu'on connaît aujourd'hui. Il y a eu un rebranding et il y a eu un marketing extraordinaire derrière cette compétition-là. Et peut-être qu'on est en train de constater que tu as le même effort de branding à faire avec la Ligue des nations en prenant pour acquis que les gens s'y sont intéressés au départ. Bien là, on vient peut-être d'avoir une petite claque au visage en voyant que les demi-finales, finales, on s'y intéresse pas tant que ça. Non, alors sur place, oui, ça marche bien. Hein, au Portugal, on voit les images, on regarde que oui, ça, c'est un bon... c'est claquant et c'est bien. C'est simplement si Ronaldo marque pas 3 buts, il n'y a pas de tour du chapeau. Ouais. Je veux dire, c'est un exploit individuel aussi. Non, c'est sûr que Suisse, c'est pas non plus l'équipe que tu vas mettre en première ligne sur ton poster de présentation. C'est certain. Donc, on va attendre. On parle de Ligue des Champions. Tu as une petite pensée pour Lennart Johansson qui est décédé hier, ancien président de l'UEFA, et qui était vraiment la personne qui a poussé et amené la création de la Ligue des Champions, ancien président de la Fédération suédoise et de l'UEFA, qui a fait beaucoup à l'époque. Donc, pour en revenir à la Ligue des Nations, l'idée est bonne. La formule est intéressante aussi, elle devrait être amenée à évoluer, je pense. Mais il faut être capable de mieux la vendre, pas la coincer. En plus, dans une semaine où, d'un côté, tu as la finale de la Ligue des Champions et 3 jours après, tu as la Ligue des Nations, alors que le lendemain, tu as le début de la Coupe du Monde féminine. Je sais que ce sont des instances différentes qui s'occupent de ça, mais je pense qu'il y a quelque chose qui cloche. Voilà, il va falloir un petit peu harmoniser ça et puis regarder ce qui se fait dans d'autres confédérations, dans d'autres compétitions, pour que, parce qu'au bout du compte, ce sont les gens qui vont regarder, qui vont consommer ce produit-là. Le consommateur est le même. C'est peut-être pas les mêmes joueurs ou les mêmes instances, mais le consommateur, lui, c'est la même personne qui est assis dans le siège ou dans son salon. Exactement. Et je pense que là, c'est une occasion à côté de laquelle on est un peu passé. On enchaîne avec notre segment à domicile. Maintenant, parlons de Coupe du monde féminine qui commence ce vendredi avec un match d'ouverture au Parc des Princes entre la France et la République de Corée. Mais parlons d'abord du groupe du Canada avec le Cameroun, Pays-Bas, Nouvelle-Zélande. Qu'est-ce que tu vois comme scénario pour les Canadiennes? D'abord, est-ce qu'elles passent au prochain tour? Et en finissant, à quel rang? Si on décide de les placer au prochain tour, à quel rang tu vois les Canadiennes terminer dans ce groupe-là? Il est moins franc qu'on pourrait croire, ce groupe-là. Il ne faudrait surtout pas se dire « ça ressemble beaucoup à celui d'il y a 4 ans, donc c'est bon ». Il y a eu beaucoup de progrès aussi qui a été fait autour, dans les autres équipes de ce groupe. Les Pays-Bas sont championnes d'Europe aujourd'hui. Qui regarde l'équipe, c'est très, très solide, c'est du talent. Sur papier, le Canada est en dessous.
Clairement. Oui. Ouais. Je pense que oui. Donc, tu les places deuxième? C'était limite il y a 4 ans. Tu les places deuxième ou troisième? Non, je les place deuxième. Mais attention, parce que la Nouvelle-Zélande, j'ai pu voir quelques moments de leur dernier match de préparation. Hein. C'était pas mal. C'était pas mal du tout. Là, tu n'es pas encourageant, Jean Gounel. Non, je dis il faut faire attention parce qu'il y a 4 ans, la Nouvelle-Zélande était nettement moins bien que ça. Ça s'est terminé par un match nul. C'est vrai. Il ne faut pas oublier que le Canada, on a été content de ce qui s'est passé il y a 4 ans. Mais phase de groupe, c'est une victoire tirée par les cheveux contre la Chine. Pénalty à 5 minutes de la fin. Nul. Contre la Nouvelle-Zélande, nul contre les Pays-Bas, victoire d'un but contre la Suisse, défaite contre l'Angleterre ensuite, 5 matchs, 4 buts marqués. C'était à l'arraché. C'était un parcours. Et c'était à la maison. Quand tu regardes où tu t'es rendu, c'est acceptable. Quand tu regardes comment tu t'y es rendu, tu te rends compte que ça a été un parcours difficile il y a 4 ans. C'est ça, et exactement. Et finalement, la finalité, qui est arrivée en quart de finale, l'a emporté sur la manière et le fond. Donc, il faut un petit peu remettre ça en perspective quand même et se dire qu'à côté, ça a évolué. Les Pays-Bas donc, sont championnes d'Europe. Il y a plus de joueuses dans la sélection des Pays-Bas. Il y a plus de joueuses d'Arsenal, qui est championne d'Angleterre, que dans la sélection anglaise. Te dire à quel point ça bouge et que là les meilleurs sont partis dans les gros clubs européens et devant Midma, Mertens, Vandersen, ça va vite. Il y a 6 groupes de 4 équipes, 24 au total. Les 2 premières équipes de chaque 2 premières nations de chaque groupe passent au prochain tour. Il y a également 4 meilleurs troisièmes qui vont passer. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se passe chez les hommes, les surprises vont probablement arriver pas mal plus tard dans la compétition, alors que sur les derniers Euros, dernière Coupe du Monde, ce que tu as constaté, c'est que tu avais des surprises assez tôt en phase de groupe. Ça a été le cas au Brésil en 2014, ça a été le cas l'an dernier en Russie, où tu t'es dit « Wow, c'est déjà terminé après 3 matchs de phase de groupe seulement. » Alors que là, chez les dames, avec la réalité des meilleurs troisièmes, j'ai l'impression que les surprises, on va les repousser un peu plus tard. La réalité des meilleurs troisièmes et le fait que les équipes du chapeau 4 sont une coche en dessous quand même assez nettement, à part quelques, mettons, une ou deux exceptions. Mais c'est vrai qu'il y a un gros écart. Ce qui fait que les favorites, les têtes de série et même les équipes de deuxième rang tout de suite, je vois mal comment elles pourraient se planter. Au pire, elles termineront dans les meilleurs troisièmes. Mais je ne vois pas une grosse équipe. Et bon, là, je pense qu'on peut dire qu'il y a pas loin d'une dizaine d'assez grosses équipes capables de prétendre aller en demi-finale, mettons. Je n'en vois pas une passer au travers dans le tournoi, dans le premier tour, même s'il y a des groupes qui sont un peu plus compliqués. Là, Australie, Brésil, Italie, c'est pas évident du tout. Mais je pense que la différence va se faire sur la 4e équipe et que les grosses équipes vont pouvoir assurer la victoire et la différence de but sur ces derniers matchs. Donc, pas de grosses surprises possibles au premier tour. Par contre, ensuite, le deuxième tour, ça devrait être très fort. D'un point de vue, purement foot, purement sportif, tu as hâte de voir quelle équipe? La France, parce qu'elle me semble être extrêmement complète. L'Australie, on en parle beaucoup là. Bon, il y a une sorte de hype qui est fait en Australie. Ça veut dire qu'en Océanie, je comprends que les Australiennes sont dans la section Asie pour les qualifs, mais ça se débrouille pas trop mal dans ce coin-là du monde pour le foot féminin. Ligue professionnelle. Professionnelle australienne. Ah non, mais c'est là aujourd'hui, depuis 4 ans en tout cas, tu peux te dire qu'il y a eu un tel développement là-dedans en Amérique du Nord, avec la NWSL. Exact. En Europe, avec des ligues qui sont super pointues un peu partout. On parlait de l'Angleterre, avec un professionnalisme qui est enfin reconnu. L'Europe, c'est à un autre niveau, mais ici en Amérique du Nord et, comme tu le dis, pour des pays comme l'Australie, la Nouvelle-Zélande, c'est là que tu peux aller chercher tellement une grosse marge de progression en 4 ans. Absolument. C'est à partir du moment où ta ligue est sur place, la compétition commence à s'installer parce que tu as un vivier
de jeunes joueuses. Après, tu commences à voir des vétérans qui décident de se diriger vers ces championnats-là. En 4 ans, tu as le temps de faire tellement progresser le circuit Absolument. et les joueuses qui y évoluent. Ça va être intéressant de voir donc cette Coupe du monde qui commence, on vous le rappelle, demain, vendredi, le 7 juin. On vous présentera, entre autres, tous les matchs du Canada et tous les matchs de la phase éliminatoire. L'autre équipe canadienne qui sera en action, ce sera un petit peu plus tard, la semaine suivante, à la Gold Cup qui débute le 15 juin. La raison pour laquelle on parle du fait que ça commence le 15 juin, c'est que le départ des Canadiens qui jouent à l'Impact a beaucoup fait jaser cette semaine. Zachary Brault-Guillard et Samuel Piette ont quitté lundi, 48 heures avant le dernier match de l'Impact précédent la trêve. Il y a 3 semaines maintenant où l'Impact ne sera pas en action. Et là, les gens se disaient, mais coudonc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu quittes? Tu as encore un match à jouer avec ton club alors que tu as une grosse dizaine de jours avant ton premier match avec la sélection nationale. Pourquoi tu pars tout de suite? L'impression que vraiment, en Amérique du Nord, cette notion-là d'aller représenter ton pays ne représente pas la même chose que pour les autres sports. Ça passe après, c'est certain. L'équipe nationale appelle au soccer, tu réponds, c'est tout. Là. Ben ouais. À moins que tu sois embrouillé avec le coach, que tu sois sur le bord de la retraite, que tu sois blessé. Autrement, c'est la sélection nationale qui a préséance. Oui, normalement. C'est de plus en plus compliqué. Faut le reconnaître. Et surtout en Amérique du Nord. Oui. Mais je dirais que même en Europe, Mais en Europe, ce que je veux dire, c'est que tu n'as pas de fenêtre où tu as à te demander est-ce que je quitte pour mon équipe nationale ou je reste à la maison pour jouer un dernier match en club. Là, tu as toujours le tiraillement entre les entraîneurs qui ne veulent pas laisser partir un joueur qui n'est pas à 100% ou on se dit, puis c'était de là l'idée de la Ligue des Nations, le match que vous allez jouer, c'est un match de n'importe quoi, c'est un match amical, reste donc à la maison, puis toi, le sélectionneur, tu pourras faire jouer quelqu'un d'autre. Alors que là, ici, en Amérique du Nord, puis on va avoir il faut se poser des questions là, du côté de la MLS. Tu en as parlé un petit peu plus tôt cette année. C'était le Crew de Columbus qui avait la moitié de l'équipe partie. Oui. Et là, que tu aies l'Impact de Montréal et les Sounders de Seattle, les 2 équipes mercredi soir au Stade Saputo qui n'ont pas 18 gars à mettre sur la feuille de match, il y a un problème à quelque part. Non, c'est sûr. Et tu ne peux pas te permettre. Je comprends que le calendrier fait probablement pas en sorte que tu peux te permettre de déplacer ce match-là. Je présume qu'on a fait tous les calculs puis on en est arrivé à cette décision et on a dû présumer, je présume que c'était un moindre mal par rapport aux autres scénarios, mais ça ne peut pas se reproduire. Là, il faut soit que tu changes tes règles d'effectifs ou que tu changes cette situation-là. Tu ne peux pas avoir des gars qui partent en équipe nationale quand tu as un calendrier qui est plus chargé que jamais, ce qui veut dire que tu as plus de blessés que jamais, pas juste à Montréal, mais partout en MLS. Exactement. Là, il va y avoir une grosse réflexion à faire du côté de Don Garber puis toute son équipe à la MLS. C'est ça. Alors là, d'un seul coup, effectivement, les pièces se mettent un petit peu ensemble parce que on a tenté, même si ça a été fait un petit peu à contre-cœur, mais enfin, on a tenté d'alléger un petit peu le mois de juin dans le calendrier MLS. Mais qu'on a mis un peu plus de matchs avant. Eh ben, le résultat, c'est quand même qu'il y a beaucoup plus de joueurs blessés. Ou en tout cas, c'est l'impression que j'ai. Non, mais à Kansas City, ça a été la même chose, exact. Que d'habitude. Donc, oui, effectivement, ça amène une réflexion. Et effectivement, quand tu es une ligue professionnelle qui veut être une ligue phare et l'une des plus grosses de ton continent, et que tu continues de jouer au moment où, sur ton continent, justement, se déroule le championnat des équipes nationales, je pense qu'il y a un énorme problème. Un énorme problème parce que ils se mangent l'un l'autre. Au bout du compte, on arrive à des situations de conflictuelles comme celle-là. Jean, toujours un plaisir de jaser avec toi. Il y a Sidney Faux qui va s'en venir au cours des prochains instants. Je te laisse aller te préparer. Tiens, les derniers préparatifs, je regarde tes notes, là, puis c'est tellement droit. Tu as sorti ta règle pour prendre tes notes comme il faut. Je sens tout le professionnalisme. Le buvard. Oui, exactement. Donc, je te laisse aller te préparer pour les matchs qui s'en viennent à partir de demain avec la Coupe du monde des dames. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci bien et à demain. Alors, pendant que Sidney Faux se prépare à me rejoindre sur le plateau, je vous rappelle qu'on vous présente à partir du 7 juin la Coupe du monde des dames. Le 14 juin, on vous l'annonçait en primeur ici à Loin de s'en foot la semaine dernière. On vous présentera sur RDS Direct
tous les matchs, les 26 matchs de la Copa América. Si vous êtes déjà abonné à RDS, vous pourrez vous regarder ces matchs sur le web, alors que si vous ne l'êtes pas, bien, vous pouvez vous abonner à RDS Direct et visionner ces 26 matchs de Copa América qu'on vous présentera, tout comme les matchs de la Gold Cup, tous les matchs du Canada et tous les matchs de la phase éliminatoire de cette Gold Cup. Sidney Fowo, avec moi en studio. Comment ça va? Ça va bien, Olivier. Merci beaucoup. Très heureux de t'avoir avec moi parce que là, depuis la dernière fois qu'on s'est parlé, la semaine dernière, on a officiellement passé la mi-saison chez l'Impact de Montréal. Oui. En fait, on a passé la mi-saison, puis après ça, on a joué un 18e match. Question d'être capable de se faire une tête bien comme il faut sur le bilan qu'on fait de la première portion de campagne. T'en fais quoi de cette première moitié de saison? Alors, c'est un peu difficile à évaluer et j'ai quand même beaucoup de sentiments contradictoires et beaucoup d'indicateurs qui vont dans tous les sens. Donc, j'ai triché et j'ai demandé à mes followers de choisir pour moi si on leur demandait d'évaluer est-ce que c'est une bonne ou mauvaise entame de saison après 18 matchs, plutôt réussi ou plutôt échec, à 95% réussi. Je pensais pas que ce serait... Oh, les gens sont optimistes. 95% satisfaits de la première moitié de saison de l'Impact. Exactement. Très insatisfait que j'ai pas mis une zone grise dans laquelle ils auraient tous pu se garrocher, mais s'il fallait effectivement choisir entre réussite ou échec, ben c'est une réussite. Je pense que l'approche comptable, essentiellement ce qui a dû guider les choix et ce qui guidera aussi mon choix, l'Impact est au sud de cette fameuse ligne rouge. On prend un peu pour acquis les séries parce qu'on se demande, bah oui, aller en série pour faire quoi? Mais ça fait quand même 2 ans de suite qu'ils y vont pas en série, tout simplement. Donc déjà là, ce serait quand même un pas vers l'avant. Et l'Impact avec ses matchs en avance, malgré ça, j'ai regardé le point par match, ils sont quand même à 5e position. Donc bon, c'est appréciable. Attends, parce que ça, c'est vraiment intéressant ce que tu amènes là. L'Impact est à 1,5 points par match en ce moment. Oui. Ça, sur les 5 ou 6 dernières... Ça fait quelques semaines là, que j'ai fait ce calcul-là, mais sur les 5 ou 6 dernières saisons, c'est bon pour te faire les séries dans l'Est. Donc, acceptable, plus qu'acceptable. Si tu avais perdu le match d'hier, tu es à 1,33, puis ça, sur les 2 dernières saisons, c'est pas suffisant. T'es en dessous, effectivement. Donc, c'est hyper satisfaisant de voir que l'Impact est en 2e place, mais tu as joué plus de matchs que les autres. Ça, il faut pas l'oublier. Et si tu avais perdu le match d'hier, puis on s'entend qu'à la mi-temps, je sais pas, toi, tu as regagé ta maison sur quoi, là, mais pas sur une victoire de l'Impact de Montréal. Surtout après le penalty. On va être honnête. Écoute, à ce moment-là, tu disais c'est la catastrophe qui s'en vient. Et si tu t'étais retrouvé à 1,33 points par match, là, c'est pas du tout le même discours. Donc, oui, c'est très encourageant, mais en même temps, on a toujours l'impression que tu es à un mauvais résultat de tout remettre en question et de trouver que tu es vraiment en difficulté. Puis après ça, boum, tu gagnes un match, puis là, tu passes 3 semaines tranquilles à préparer le futur. Exactement, exactement. Et puis, parlons un peu foot. Et souvent, on dit il y a que les 3 points qui comptent, seule la victoire est belle et autres. Mais c'est le contenu qui est garant du résultat à moyen terme. Donc, on a besoin de regarder le contenu, qui était quand même plutôt pauvre, qui permet de se dire est-ce qu'on peut se projeter sur des résultats positifs. Donc l'impact a des circonstances, on peut y revenir, le calendrier, les blessures, mais après il y a certains choix de jeu, on parle souvent d'une animation à 2 attaquants, on parle souvent comme du rôle des latéraux. En première mi-temps hier, il n'y avait rien en attaque. Exactement. C'était une catastrophe. Donc l'impact a aussi sa part de résultats sur, et je vais très loin de l'idée d'offrir du spectacle qui est quand même réservé à une certaine philosophie ou une certaine élite en termes d'effectifs, mais l'impact doit quand même améliorer le contenu s'il veut que les résultats peuvent suivre. En termes d'adversaires directs, on a Columbus, on a Orlando, Toronto qui est aussi genre comme sur cette ligne rouge. Et quand même, l'Impact n'a pas non plus de grosses garanties sur ces adversaires-là dans une lutte sur les dernières places en série. Parce que, comme toi, je regarde beaucoup plus les points par match plutôt que le classement global avec le nombre de matchs que l'Impact a joué. Et tu parles des séries, il y a les fers, il y a ce que tu y fais en séries éliminatoires. Puis tu disais tout à l'heure que le spectacle, bref, d'un point de vue comptable, c'est très satisfaisant. D'un point de vue comptable, sportif. Parce que d'un point de vue comptable, financier, là, tu gagnes des matchs. Puis oui, c'est très satisfaisant. Tu sais, si on nous avait dit au début de la saison, avec, c'était 9 matchs sur 10 sur la route, vous allez vous retrouver à cette trêve-là de 3 semaines en 2e place dans l'Est avec tant de points, tant de victoires sur la route, tant de victoires à la maison. On aurait dit, il n'y a pas de problème. On aurait signé, oui. Par contre, 13 000 personnes au stade hier.
il y avait 12 000 personnes la semaine d'avant. Il y a des questions à se poser qui vont au-delà. En fait, je trouve même pas que ça va au-delà du sportif. C'est imbriqué l'un et l'autre, mais il faut que tu trouves le moyen d'exciter la population, le stade, pour que les gens reviennent, pour que les gens restent et pour que les gens se déplacent. Parce que là, les 10 ou 15 dernières minutes du match d'hier, moi, j'ai vécu quelque chose. Exactement. Mais tu as vécu ça combien de fois cette année, que ce soit au stade ou à la télé en regardant l'équipe? Tout à fait. Et c'est ça qui est très intéressant et très fascinant même dans le sport parce qu'on ne va pas se cacher, jusqu'au penalty à 64e minute, on était à peu près tous endormis. Après, il y a 2 buts dans l'espace de 10 minutes. Et que si c'est ça qu'on retient de l'expérience, on va dire on a passé un bon moment mercredi au stade. Exact. Est-ce qu'on a vraiment passé un bon moment mercredi au stade? C'est compliqué. Non, mais ça, c'est pas grave, c'est l'impression que tu donnes. Exactement. Et à l'inverse, t'as beau dire on a gagné 3 matchs d'affilée, mais si t'ennuies tout le monde, ben, tu peux pas faire passer ces 3 victoires-là comme un bon moment non plus. Exactement. Donc ça se joue tellement à rien que c'est un peu compliqué pour l'Impact de Montréal. Donc il faudrait peut-être aussi appuyer sur d'autres aspects, comme sur l'ambiance du stade, qui selon moi en tout cas reste toujours bonne. L'ambiance, l'expérience client, j'aime ce mot un peu mercantile, mais qui reste aussi excellente. La proximité avec certains joueurs dans la création de contenu, parce que ça se joue à une frappe de Brown complètement dévissée, et puis genre comme Taider qui la reprend de volée, et puis tout d'un coup, wow, on est excité, on a passé un bon moment au stade. Parlant de comptable, Safir Taider, ça n'est un comptable cette année. Il fait ce que personne ne fait. 7 buts marqués, 3 buts vainqueurs quand même cette année. Il y a 9 points que tu dois attribuer à Safir Taider qui, moi, m'a souvent laissé sur ma faim. Je l'ai trouvé concentré sur trop de choses qui étaient sans importance d'un point de vue impact. Les arbitres, ses coéquipiers, la sélection nationale. Et de son point de vue à lui, je le comprends. Mais ça, quand tu es supposé de remplacer un Patrice Bernier qui, lui, était engagé corps et âme dans une seule cause, celle du bleu, blanc, noir, bien là, des fois, tu te poses des questions. Mais d'un point de vue stats, d'un point de vue mathématique, il n'y a rien. Ça doit être une frappe déviée là, d'Omar Brownie. Il est à la bonne place, Safir, puis il a mis son 2e but au fond des filets. Parlant d'expérience client, là, on est en train de laisser nos clients, on va les appeler comme ça, affectueusement, en plan, parce que on ne répond pas à leurs questions. Allons-y donc avec celles qui nous ont été posées sur Twitter au cours des dernières heures, #LDSF. Il y a PM qui nous demande, est-ce que c'est juste moi ou l'Impact est une équipe plus unie sans Nacho Piatti? Non, c'est pas juste toi. Effectivement, je pense que lorsqu'on perd son meilleur joueur, on doit faire preuve de solidarité, on doit trouver d'autres schémas de jeu et ça implique forcément plus de joueurs parce qu'il n'y a personne qui peut prendre 1 pour 1 le même rôle que Piatti. Donc, la semaine passée, j'en parlais, je trouve que dans l'animation offensive, il y a un peu plus d'idées sans Piatti. On est dans un schéma qui est beaucoup moins stéréotypé et c'est effectivement, c'est vrai que ça peut essayer. Il y a plus d'idées. Y a-tu des bonnes idées, par exemple? C'est une excellente question. Il y a peut-être plus bonnes idées, mais peut-être en termes d'exécution de ces idées-là, c'est quand même assez... Tu serais un bon politicien. assez à corriger. Mais oui, l'Impact n'a pas le choix. Je veux dire, comme Piatti est capable de polariser 2 à 3 joueurs sur lui et fait en sorte, fait des différences tellement individuelles, parce que Piatti est un très très bon joueur, mais dans sa capacité à rendre les autres meilleurs, c'est pas son fort. Donc oui, je vais en même sens que notre auditeur, l'Impact a l'air plus uni, plus cohérent sans Piatti. Il y a Théo Laperle qui nous demande d'expliquer l'histoire de Kalaidjoglu, un joueur des U19 qui vient de signer à Cholet, équipe de 3e division en nationale française. Un gars qu'on voyait potentiellement intégrer le groupe des pros à moyen, peut-être plus long terme. Quand on regarde un gars comme Karifa Yao qui a été signé, lui, directement par l'équipe pro, est-ce qu'on va l'envoyer en prêt par la suite? Probablement, mais pour le moment, il était sur le banc mercredi soir. Comment tu interprètes cette situation-là? Tu as un gars chez toi, sachant que tu ne peux pas lui offrir le tremplin d'une équipe réserve, tu as une décision à prendre immédiatement. Est-ce qu'on croit en lui, oui ou non? Si tu es entre les deux, ben, tu es obligé d'ouvrir la porte à un gars comme ça et de lui dire on ne peut pas te retenir de force parce qu'on ne peut rien te promettre en ce moment. On a besoin de temps et tu as besoin de temps pour nous convaincre, hors de tout doute, que tu as ce qu'il faut pour passer ici. Et c'est là où l'absence d'une équipe réserve, c'est catastrophique parce que tu es obligé de te poser cette question-là, dans le fond, 1 an et demi,
trop tôt. Exactement. Je pense que tout est dit dans le sens où l'absence du FC Montréal, de ce tremplin entre l'académie et l'équipe professionnelle, met l'Impact dans ces situations-là. Maintenant, l'Impact aussi, il faut qu'ils réalisent qu'ils n'ont pas d'équipe réserve et donc que ces jeunes prospects les plus talentueux, qui est tout de suite une passerelle vers l'équipe première et qu'on n'attende pas que... Oui, mais si tu n'es pas convaincu, tu sais, Karifa Yao, par exemple, tout le monde était unanime, ce gars-là va passer. On croit en lui. Mais là, si tu as un peu de doute... Je pense que Kalin était aussi dans cette situation-là, avec comme l'un des meilleurs... Moi, de ce que je comprends, c'est qu'il n'y avait pas un doute énorme sur lui, mais ça ne faisait pas unanimité. Et c'est là où je me dis, je comprends tout le monde là-dedans. Tu lui offres l'opportunité d'aller faire des essais ailleurs. Après, comment ça s'est déroulé, peut-être que ça a dérapé un peu, puis tout d'un coup, le gars se ramasse avec un contrat déjà signé en France. Mais le joueur aussi, tu peux le comprendre. Si l'Impact ouvre la porte en se disant « on ne peut pas te retenir de force », mais lui, il dit « vous ne me donnez pas de garantie. J'ai 18 ans, je sais que c'est encore très jeune, mais je suis... au dernier point, il reste encore du temps à jouer avec les U19, mais je suis à la dernière étape. Ici, il y a quoi pour moi après? J'ai pas de garantie, je réfléchis à m'en aller. L'Impact ne devrait pas avoir des gars de 18 ans qui se posent cette question-là. Exactement. Et puis, lorsque ça arrive, peut-être être un peu plus proactif dans la communication et dire que c'est un plan qui était réfléchi et sur lequel l'Impact est pleinement partenaire, pleinement consentant de ce plan-là. Mais est-ce qu'il l'était? Ça ne veut pas dire avec 20-25% à la revente, il n'a pas fait les essais sans l'autorisation de l'Impact. Les essais, c'est vrai. Donc quand même, peut-être que là, on prend ça un peu comme une surprise, alors que si ça faisait partie du plan de l'Impact, il n'y a rien de très surprenant à ça. Et puis... je crois que l'évaluation de l'effectif doit se faire vraiment plus tôt et en considération des U19 et se demander combien de places on doit conserver pour ces prospects. Plus tôt, là, tu veux dire plus tôt dans l'année? Oui, plutôt dans l'année. Je pensais que tu allais me dire plus tôt que les U19. Non, là, à un moment donné, non, en secondaire 1, on va décider, tu signes ton contrat MLS ou tu ne le signes pas. OK, plus tôt, là, tu me rassures un peu. Il y a M. Foot qui nous pose une question concernant l'équipe nationale féminine maintenant. Trouvez-vous que l'équipe du Canada chez les femmes est assez visible dans le public? La réponse à ces questions est toujours non, comme je pense que tout sport hors canadien n'est pas assez visible au Québec, ça on le sait. Maintenant, je trouve qu'il y a quand même pas mal d'efforts positifs qui sont faits en ce sens. C'est la Coupe du Monde la Coupe du Monde est aussi médiatisée que celle il y a 4 ans, qui était ici, au Canada, une très belle réussite d'ailleurs. Donc je crois quand même si c'est pas assez. Mais est-ce que ça, c'est pour des gens comme toi puis moi? T'sais, on est quand même proche de l'arbre. Donc c'est ça. T'accroches quelqu'un pas loin ici sur Sainte-Catherine, puis tu lui dis, puis les chances du Canada à la Coupe du Monde, est-ce qu'ils vont savoir de quoi on parle? Ce serait trop demandé, ça c'est certain. Puis, c'est tout le temps une approche avec plusieurs parties prenantes, comme les médias, les fans, les joueuses elles-mêmes, les fédérations, que tout le monde a son rôle à jouer pour le plus de visibilité. Puis aussi une gestion des attentes. Donc, comme si le but final, c'est de penser qu'on va en parler à toutes les lignes ouvertes aux radios le matin, c'est pas ça qui va se passer non plus. Et puis... j'espère, je te confirme, là, moi j'ai eu assez de difficultés à avoir une entrevue. Et c'était pas le coach lui-même. Juste pour pas que ce soit mal interprété. J'ai eu assez de difficultés à avoir une entrevue avec Andrew Olivieri quand il a qualifié son équipe de U17 du Canada pour la Coupe du Monde qui s'en vient plus tard cette année au Brésil, avec 7 joueurs de l'Académie de l'Impact qui étaient dans le processus, avec un staff où il y avait un paquet de Québécois, même pas capable d'avoir une entrevue. Je te confirme qu'on est mieux de ne pas s'attendre à avoir des lignes ouvertes partout à travers le Canada pour parler du programme national. Effectivement, puis on va toujours utiliser les Coupes du Monde, ces compétitions-là comme des vitrines, et on peut espérer un très beau parcours de Team Canada qui à chaque fois propulsera plus d'engouement pour les prochaines éditions. Et surtout, ce qui pour moi qui est plus important, un petit peu comme les Jeux Olympiques, c'est ce qui se passe entre ces deux compétitions. Ça, c'est intéressant. Parce que parler de ça une fois tous les 4 ans et s'enthousiasmer, on est tous capables de le faire. Maintenant, ces filles-là, où elles jouent à l'année longue, et est-ce qu'il y a des histoires à raconter à l'année longue, et ça, tout le monde a son rôle à jouer pour que ça arrive. Et je pense que Canada Soccer doit faire un bien meilleur travail à ce niveau-là. On est encore dans les années 90 dans notre manière de communiquer. Je pense qu'il y a tellement, comme tu l'as dit, de belles histoires à raconter. Ça commence par là, puis après, les médias prendront la balle au bon, puis en parleront davantage. FC Factory nous demande que pensez-vous de l'avenir de Xherdan Shaqiri avec Liverpool? Ça n'a pas été la saison à laquelle Shaqiri s'attendait avec les Reds, malgré le fait qu'on se ramasse avec un titre de champion d'Europe.
Non, tout à fait, tout à fait. Et puis je vais élargir la question. Tous ceux qui ne font pas partie de la rotation de Klopp doivent se poser la question et puis doivent imaginer. Même Divock Origi? Surtout lui, je pense. Surtout lui. Il y a eu une saison extraordinaire, Divock Origi. Il a marqué en demi-finale. Il a marqué contre Everton. Oui, c'est vrai, ouais. Son ratio de frappe et de but marqué, ça doit être extraordinaire cette année. Exactement. Il a tiré 3 fois, puis voilà, il a fait la différence. Et puis lui-même disait qu'il va attendre les 2 matchs avec la Belgique afin de décider de son avenir. Et c'est clair qu'il y a des joueurs qui vont chercher une revalorisation salariale, plus de temps de jeu. Maintenant, ils sont quand même un peu au sommet. Ils sont au sommet de l'Europe, 87 points, ils sont au sommet de la Première Ligue aussi. Une belle ambiance, beau public, très beau coach. Ils ont quand même beaucoup de raisons de rester dans le projet Klopp et à Klopp aussi de les convaincre. Accepterais-tu moins d'argent pour jouer pour Jürgen Klopp? Moi, je te dis, c'est oui, tout de suite. Non, mais je pense que oui, tout à fait. Moi, déjà, en partant, je te dis, je paierais pour être l'ami à Jürgen Klopp. Donc, imagine juste jouer pour lui. Donc avec Klopp, dans ce Liverpool, je ne vois pas pourquoi je partirais. Non. Et je pense qu'il y a aussi une réalisation qu'on doit tous faire, qu'aujourd'hui, ils sont au sommet de l'Europe et il n'y a pas vraiment de grande... Tout le reste n'est qu'une mobilité latérale, que ce soit même pour le Real Madrid, pour Barça, pour le Bayern. Ce que fait Liverpool avec son public et son coach, c'est extraordinaire et puis il n'y a aucune raison de vraiment partir. Mobilité latérale, j'ai l'impression que c'est le slogan d'un parti politique à l'approche des élections. On va terminer avec la question du staff qui nous a été posée un peu plus tôt aujourd'hui. Quel joueur avez-vous le plus hâte de voir à l'œuvre avec le Canada à la Gold Cup? Bon, je vais tricher. 2, Sam Piet, évidemment, qu'on l'avait entre guillemets découvert à la dernière compétition. Enlève les guillemets, on l'a découvert là. C'est vrai. Et puis moi en fait, écoute, j'ai pas beaucoup vu de match du Bayern Munich et j'ai vraiment envie de voir justement au niveau international Alphonso Davies, qu'est-ce qu'il va donner, est-ce qu'il est capable de survoler la compétition. Je pense que c'est toujours très compliqué justement quand on est la star annoncée d'une sélection de livrer la performance durant la compétition, comme c'est rarement justement le cas d'ailleurs quand on analyse plus étroitement. Puis donc je vais pas être très très original, mais moi je vais vraiment regarder Davies et me dire de quel bois il se chauffe, notre star canadienne, et c'est lui sur lequel j'aurai le plus mon regard. Hâte de voir Atiba Hutchinson. Sa dernière compétition avant de prendre ce qu'on attend être sa retraite, du moins c'est ça qui est annoncé, sa présence au milieu de terrain, son expérience. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. C'est sa dernière compétition, mais ça fait longtemps non plus qu'il n'est pas avec Team Canada dans ces contextes de Gold Cup. C'est vrai, et c'est là où j'ai hâte de voir ça va donner quoi avec Samuel Piette, parce qu'il y a eu des matchs au cours des dernières années où c'était soit un, soit l'autre. Là, je pense qu'on va trouver le moyen de mettre les deux sur le terrain en même temps. Et cette dynamique-là, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Puis évidemment, si on est capable d'offrir à Hutchinson, qui est un peu passé entre 2 chaises, hein, il a été, lui, dans une génération où ça a été plus compliqué pour l'équipe nationale. Si on pouvait l'avoir là, à 25 ans, ce serait extraordinaire pour ce qui s'en vient pour la suite. Malheureusement, c'est la retraite qui s'en vient pour lui. Et de connaître un bon dernier tournoi, ce serait bon non seulement pour lui, pour clore un beau parcours international dans sa carrière, mais aussi pour les autres qui peuvent une dernière fois, pour un dernier tour de piste, bénéficier exactement de son expérience. Donc j'ai hâte de voir à partir du 15 juin, on vous le rappelle, cette Gold Cup. Sénéfo, merci. Merci beaucoup, toujours Olivier. Un plaisir. Oui. Tes slogans politiques sont toujours très appréciés. On vous remercie, comme à l'habitude, de nous écouter sur le rds.ca/balado-diffusion, sur l'application RDS, sur l'application iHeartRadio également. On vous invite à partager le contenu tout au long de la semaine et à nous poser vos questions sur Twitter, #LDSF.